In a Two Works for You exclusive, a gut-churning story of survival. A little girl taken from school when she was only 12, not seen again by her family for nearly 20 years, held captive, abused, and raped daily. Well, right now, her accused captor sits in a Green Country jail cell. Hier, je me promenais sur un site internet qui recense les disparitions inquiétantes d'enfants ou d'adultes et on ne se rend pas compte à quel point ce genre d'incident est fréquent en France et dans le monde entier. Les gens disparaissent sans laisser de traces. Ils se volatilisent complètement. Alors certains sont retrouvés morts, d'autres heureusement sont retrouvés en vie. Mais qu'arrive-t-il au pourcentage dont on n'entend plus jamais parler ? Pendant longtemps, certaines théories évoquaient même des enlèvements par des extraterrestres ou bien par des réseaux de trafic d'êtres humains. Mais il existe une autre réalité tout aussi cruelle à laquelle nous avons déjà été confrontés à plusieurs reprises. Rosalind McGuinness est une petite fille tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Elle a de beaux cheveux châtains aux reflets roux et elle vit avec sa famille à Springfield dans le Missouri. Springfield, c'est vraiment la ville la plus ordinaire qu'on puisse imaginer. C'est une ville de taille moyenne, plutôt calme et sans histoire. C'est l'Amérique du Midwest, quoi. C'est l'Amérique typique. Rosalind grandit dans une maison située dans un quartier résidentiel, le genre de quartier construit pour les familles, avec une école à proximité, quelques commerces, un parc d'ailleurs où Rosalind adore aller jouer avec ses frères et sœurs. Après l'école, la petite fille prend des cours de violon, sa plus grande passion, mais elle a d'autres rêves, notamment celui de devenir vétérinaire. Bref, comme tous les enfants de son âge, elle vit dans sa petite bulle avec ses petites contrariétés, ses petites joies, et c'est une enfant plutôt heureuse comme on peut le voir sur les photos d'elle enfant. À un détail près peut-être, le père de Rosalind n'est pas dans le paysage. Heureusement, sa mère Gayla est très aimante et elle travaille dur pour subvenir aux besoins de la petite famille. Quand même, secrètement, la jeune femme aimerait bien retrouver l'amour et donner à ses enfants, qui sont encore assez jeunes, l'occasion de grandir avec une figure paternelle. Et ses souhaits finissent par être exaucés. Ce jour-là, Gayla ne s'apprêtait pas du tout à rencontrer qui que ce soit. Elle se rendait aux activités du groupe environnemental auquel elle avait adhéré et tout l'après-midi devait être occupée à distribuer des prospectus. Le but était de sensibiliser les habitants de Springfield à l'écologie. Alors, parmi les participants habituels, Gayla repère un homme qu'elle n'a jamais vu auparavant, un brun, moustachu, trentenaire. Naturellement, alors qu'ils se croisent, ils échangent des regards, ils finissent par papoter, et l'homme se présente, il lui dit « Je m'appelle Henri Pillette, et toi, c'est quoi ton petit nom ?» On ne peut pas parler d'un coup de foudre, mais il est clair que ces deux-là éprouvent une sorte de connexion. Une connexion qui est d'abord tout à fait amicale. Mais Gayla doit bien se rendre à l'évidence, cet homme est célibataire, il est gentil, il a l'air bien sous tout rapport, il est plutôt mignon, et d'ailleurs il s'intéresse à l'écologie. Mais ce n'est pas tout, il doit aussi bien s'entendre avec ses enfants, et c'est le cas. Le courant passe plutôt bien, alors tout est parfait. Et justement, la relation d'Henri et Gayla est en train d'évoluer vers quelque chose d'un peu plus romantique. Un jour, Gayla réunit tous ses enfants dans le salon, elle a l'air surexcitée, elle leur dit « Vous vous souvenez d'Henri, vous le connaissez un petit peu maintenant ? Eh bien, je l'aime beaucoup. Je sais que ça va beaucoup vous surprendre, mais on a décidé de se marier. » Effectivement, une grande surprise pour ses enfants, c'est très rapide tout ça, mais quelle joie également d'avoir un père à la maison. La petite famille emménage à Poteau dans l'Oklahoma et les enfants doivent donc changer d'école et surtout s'habituer à vivre avec Henri, avec un père, et en plus ils doivent vivre aussi avec ses enfants. Donc ça fait beaucoup de changements d'un coup pour eux. La petite Rosalind ne le sait pas mais Henri l'a repérée. Alors qu'elle a seulement 10 ans, il commence à se montrer un petit peu trop tactile avec elle. Il entre dans sa chambre sans frapper, il insiste pour la border dans son lit, et même quand il lui touche l'épaule vraiment tout à fait chastement, elle ressent un grand malaise qu'elle n'arrive pas du tout à expliquer. Et un jour, Henri commet l'impensable. Il grimpe dans son lit en pleine nuit et il commence à la toucher à des endroits où il ne devrait pas la toucher. C'est une nuit d'horreur pour Rosalind, mais quand elle se rend à la cuisine ce matin-là, rien n'a changé. Henri joue la comédie, les préparatifs du mariage avancent à grands pas, et tout le monde fait semblant d'être heureux. Mais Gayla a déjà compris qu'elle vient de tomber dans un piège. Cet homme n'est pas celui qu'elle a rencontré quelques mois plus tôt. Il se montre parfois violent, il boit souvent un peu trop, et il peut donc représenter une menace pour ses enfants. Pendant 1 an, Rosalind se met au lit, la peur au ventre. Sans faute,
Henri finit toujours par se glisser dans ses draps pour abuser d'elle. L'enfant n'ose rien dire à sa mère par peur de gâcher son bonheur et aussi un peu par honte. À son âge, elle a vraiment du mal à comprendre ce qui se passe entre son beau-père et elle, mais elle se sent sale et elle sent qu'elle ne peut se confier à personne. Nous sommes la veille du mariage de Gayla et Henri. Et ce jour-là, Henri fait quelque chose de très étrange. Il s'empare de Rosaline et il demande à sa fille de 15 ans de le suivre. Tous les trois, ils foncent vers sa camionnette. Rosaline est choquée, elle ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Alors Henri lui explique. Maintenant, ma chère Rosaline, nous allons nous marier. Et toi, ma fille, tu seras le prêtre et mon témoin. Il a l'air si sérieux que les enfants ne savent pas quoi dire. Et alors que l'alliance glisse sur son doigt, la fillette réalise que son beau-père est malade. C'est un homme dangereux et imprévisible. Le mariage d'Henri et Gayla se déroule dans une ambiance assez pesante. Le malaise est palpable. Gayla dit oui à Henri tout en sachant que ce mariage ne durera pas. D'ailleurs, elle prépare déjà sa fuite. Dès qu'elle en aura l'occasion, elle partira. Après de nombreuses tentatives infructueuses pour s'échapper du foyer, Gayla et ses enfants obtiennent enfin une place dans un sanctuaire pour femmes. C'est un lieu où les femmes battues ou meurtries de quelque manière que ce soit peuvent se réfugier, trouver un toit. Rosaline peut enfin souffler. Elle ne sera plus violée par ce beau-père qu'elle détestait. Tant qu'elle a sa mère avec elle, tout va bien. Les McGuinness se construisent une nouvelle vie. Rosaline change d'école. Elle a l'air beaucoup plus épanouie. Mais Henri n'est bien sûr pas du tout satisfait de cette situation. Il a perdu sa femme, qui était aussi son punching ball, et aussi Rosaline, dont il pouvait abuser quand il le voulait. C'était royal pour lui. En plus de cela, Gayla est partie dans son dos sans lui donner aucune explication. Il est furieux, il doit se venger, il va se venger, et pour cela, il doit élaborer un plan. Rosalind McGuinness disappeared when she was 12, kidnapped by her stepdad and taken to Mexico. Janvier 1997, Rosaline a 11 ans et passe une journée ordinaire au collège. Comme tous les soirs, elle rentre chez elle à pied. Elle se sent en sécurité sur ce chemin et ne fait pas du tout attention au van qui la suit depuis quelques mètres. À l'intérieur, Henri Pillette, qui est bien décidé à récupérer son jouet. Il s'est teint les cheveux en noir, il porte de fausses lunettes, et depuis le van, il aborde la petite fille, il commence à discuter avec elle, et Rosaline met du temps à le reconnaître. Alors Henri profite de cette confusion pour kidnapper la fillette. Quand sa fille ne rentre pas ce soir-là, Gayla est horrifiée. Elle contacte immédiatement la police et demande à ce que des avis de recherche soient diffusés à l'échelle nationale. Les semaines passent et les enquêteurs ne trouvent aucune piste. Ils ont simplement quelques indices comme la couleur du véhicule dans lequel serait montée Rosaline. L'enfant s'est volatilisé. Et pour cause, son identité a été totalement effacée. Après l'enlèvement, Henri Pillette conduit pendant 2 heures jusqu'à une chambre d'hôtel. Là, il teint les cheveux de Rosaline, il lui met une paire de lunettes factices sur le nez et il lui donne un nouveau nom. Henri n'est pas seul puisqu'il a pris ses enfants avec lui. C'est n'importe quoi. Ensemble, ils effectuent le long trajet en voiture jusqu'à leur destination finale, le Mexique, où le cauchemar commence. Henri est clair avec Rosaline. Toi, tu seras à présent ma femme et la nouvelle mère de mes enfants. La famille arrive au Mexique et pour logement, ils n'ont que des tentes qu'ils installent dans un petit village. Ils ne se rendent dans les grandes villes que pour mendier. C'est en fait le travail principal de Rosaline, demander de l'argent dans la rue ou bien de la nourriture. En Oklahoma, les autorités essayent toujours de retrouver la trace de la fillette, mais Henri ne cesse de changer son identité. Surtout, ils vivent une vie de nomade, ils ne restent jamais à un endroit bien longtemps, alors c'est encore plus difficile de la retrouver. Les recherches s'arrêtent finalement peu avant le 13e anniversaire de Rosaline. Pendant ces 2 ans, la jeune fille grandit sous les coups et les abus sexuels. Henri fait régner la terreur dans le foyer. Il la frappe avec tout ce qu'il peut trouver, batte de baseball, planche en bois, et il lui est même arrivé de lui tirer dessus avec son fusil, toujours à des endroits bien stratégiques pour qu'elle ne soit pas trop amochée, et surtout pour qu'elle ne meure pas. Puisqu'elle ne veut plus du tout mendier dans la rue, Rosaline apprend à faire des produits maison, comme du miel, de la crème glacée, qu'elle revend ensuite. La tentation de s'échapper est là. Mais où aller ? Au Mexique, elle ne connaît personne et elle a bien trop peur des représailles d'Henri. L'ex-beau-père et son ex-belle-fille finissent même par se marier. Sur les photos de mariage, on peut voir une adolescente en robe blanche avec un sourire faux, un sourire forcé. Et Henri ne s'arrête pas là. Il souhaite construire une famille avec Rosaline. Ou en tout cas, il ne prend pas vraiment les précautions nécessaires pour éviter que ça se produise. À seulement 15 ans,
la jeune fille donne naissance à un petit garçon à l'arrière de la camionnette d'Henry. Rosaline ne reçoit aucun soin, elle n'a aucun confort. À l'époque, ils vivent dans un petit mobil-home vraiment en mauvais état, au sol abîmé et sans électricité. Les années passent et la jeunesse de Rosaline s'efface. Toutes ces années où elle aurait dû finir le collège, aller au lycée, aller au bal de promo, tomber amoureuse, aller à l'université, elle les passe sous l'emprise d'Henry Pillette. C'est une chose assez terrible pour la construction d'un être humain que de passer ces années précieuses pour le développement loin de ses pairs et dans un espace vraiment confiné. Sans moyen de contraception, Rosaline tombe enceinte assez souvent. Et chaque grossesse est à risque autant pour la mère que pour le bébé. Surtout, chaque accouchement est une épreuve. Aucune péridurale, aucun soin. C'est vraiment un miracle que les enfants de Rosaline aient survécu, mais que la mère, elle aussi, ait survécu. La jeune femme finit par avoir 9 enfants de son beau-père. Et ils finissent par devenir sa force. Ils l'aiment et ils comptent sur elle. Rosaline ne leur dit rien de la vie qu'elle a vécue, car elle souhaite les préserver. Eux s'imaginent que leurs parents sont un couple tout ce qu'il y a de plus normal. À un détail près, ils vivent dans des conditions insalubres. Leur père se montre vraiment très agressif et en plus il lui arrive d'être ivre. Et dans ces cas-là, ils savent qu'il vaut mieux ne pas être dans les parages. Ils subissent eux aussi les abus d'Henry. Néanmoins, ils n'ont aucun moyen de comparaison. Cette vie est leur normalité. Quand elle a eu 18 ans, Rosaline a été forcée de se rendre dans un commissariat pour expliquer qu'elle n'avait jamais été enlevée, mais qu'elle avait simplement fugué. Et elle a dû également dire aux policiers que ses enfants étaient les enfants d'un ami mexicain. Pendant ce temps, Henry se trouve à l'extérieur du commissariat avec 3 de ses enfants et il l'a prévenu. Si tu dis quoi que ce soit, tes 3 enfants là, tu ne les reverras plus jamais. Mais la vie est insupportable pour ses enfants, au point où le fils aîné de Rosaline finit par s'enfuir. Cela fait maintenant près de 20 ans que Rosaline est captive d'Henry et elle vit toujours dans une misère absolue. Début 2016, la famille se trouve à Oaxaca au Mexique. Et c'est aussi le cas de Lisa et Ian, un couple marié qui habite dans la région. Un jour, ils se rendent au supermarché pour faire quelques courses, et là, ils repèrent dans les rayons une jeune femme à l'apparence assez négligée. Elle est accompagnée d'une ribambelle d'enfants, et elle semble assez préoccupée par les prix sur les étiquettes. Elle a l'air très démunie, mais surtout, elle n'a pas l'air mexicaine, elle a l'air très américaine. Lisa et Ian se trouvent derrière cette petite famille à la caisse, et ils réalisent que la mère de famille ne peut pas payer, alors ils lui prêtent de l'argent. Cette jeune femme, c'est bien sûr Rosaline McGuinness. Elle remercie le couple et elle se présente sous une fausse identité, celle de Stephanie, mariée à un certain Bill. Ils finissent par sympathiser et ils se revoient à quelques reprises. Lisa et Ian ont bien compris que quelque chose cloche. Les enfants sont très farouches. Il est clair qu'ils n'ont pas l'habitude de parler à des gens en dehors de leur clan. Et lorsque le couple devient assez proche de Rosaline et de ses enfants, Henry les éloigne en les emmenant vivre dans un village de montagne isolée. Malgré tout, la communication n'est pas coupée. Et un jour, Lisa appelle Rosaline pour lui dire « Nous savons que quelque chose ne va pas. Si tu veux, si tu le souhaites, nous pouvons t'aider à t'enfuir. » La jeune femme regagne espoir. Personne ne s'était jamais intéressé à elle auparavant, et elle aurait pu fuir avant, bien sûr, mais ça aurait voulu dire abandonner ses enfants. Elle avait besoin d'une main tendue pour pouvoir tous les sauver. La situation est critique. Rosaline doit profiter de ce regain de courage pour fuir ou elle restera bloquée avec Henry toute sa vie. Elle élabore une stratégie de fuite. Plusieurs semaines passent, elle met un peu d'argent de côté et elle attend le moment propice pour fuir. Un jour, alors qu'Henry Pillette est assommé après avoir bu trop d'alcool, elle donne le signal à ses enfants. Ils préparent chacun quelques affaires et, ensemble, s'enfuient en taxi. Rosaline décide d'aller à la recherche de Lisa et Ian et finit par les trouver. Ils sont vraiment surpris de les voir tous avec autant d'affaires, mais ils comprennent vite que quelque chose vient de se passer. Rosaline a beaucoup de choses à dire et elle avoue enfin toute la vérité au couple. L'enlèvement, les abus, les conditions de vie précaires, c'est vraiment le choc pour eux, ils ne s'imaginaient pas tout ça. Mais surtout, Rosaline leur révèle sa véritable identité. Elle ne s'appelle pas Stephanie, mais Rosaline McGuinness. Et elle a disparu il y a 19 ans. La jeune femme est terrifiée à l'idée qu'Henry les retrouve. Elle appelle le consulat américain à Oaxaca et elle leur explique sa situation. Immédiatement, ils acceptent de l'aider.
Le jour du départ, Rosaline dit au revoir à Lisa et Ian et monte à l'arrière d'un camion de fruits avec tous ses enfants. Ils voyagent pendant des heures jusqu'au consulat américain. Malheureusement, les choses se compliquent quand ils arrivent sur place. Le consulat américain dit ne pas pouvoir intervenir dans cette situation. Rosaline appelle Lisa, elle est paniquée. Cette dernière décide donc de contacter une organisation aux États-Unis qui recense les personnes disparues et aide à les retrouver. L'organisation fait une recherche au nom de McGuinness et constate que Rosaline est toujours portée disparue. Là, il la contacte et il lui conseille de se rendre en bus jusqu'au nord du pays où se trouve l'ambassade américaine de Nogales. Là, il se rend secouru. C'est une véritable aventure, surtout avec 9 enfants. Mais Rosaline est déterminée. Ensemble, ils finissent par rentrer aux États-Unis. 63-year-old Henry Piet. Henry Piet. Henry Piet. Henry Piet. Oklahoma man accused of heinous acts, now under investigation by the FBI, appeared in court today. 63-year-old Henry Piet has garnered national attention, and he faces charges for molestation, rape, and child abuse as a result of claims made by his stepdaughter. Les autorités se sont mises en chasse pendant plusieurs mois avant de finalement attraper Henry Piet. En septembre 2017, l'homme tente d'obtenir un passeport pour les États-Unis auprès de l'ambassade américaine de Mexico. Et le FBI est immédiatement prévenu. Un mois plus tard, Henry Piet est arrêté à Dallas. Il est ensuite extradé en Oklahoma où il est inculpé devant un tribunal fédéral. En octobre 2017, Henry Piet témoigne auprès de journalistes. D'après lui, 99% des allégations de Rosaline sont des mensonges. Il mentionne également qu'il n'a jamais battu ni violé aucun de ses enfants et que lorsqu'il avait des relations sexuelles avec Rosaline, ce n'était pas du tout illégal parce qu'elle était sa femme. De plus, il suggère que Rosaline avait une influence négative sur les enfants et qu'elle les avait retournés contre lui. Le 20 février 2020, Henry Piet est condamné à la prison à vie pour le kidnapping et les sévices qu'il a fait subir à Rosaline McGuinness et à ses enfants. Il est également condamné à payer une amende de $50,000 à sa victime. Même si Rosaline est heureuse d'avoir retrouvé sa liberté, d'avoir retrouvé également son fils aîné qui s'était enfui du Mexique, la transition n'a pas été facile pour ses enfants et elle. Il y avait tout à apprendre pour eux, s'adapter à la culture américaine, à la vie en société, s'adapter à la nourriture américaine, et tout cela avec des moyens limités. En effet, Rosaline n'avait jamais pu travailler dans sa vie d'adulte, et encore moins mettre de l'argent de côté. Heureusement, elle a pu compter sur l'aide de sa famille et sur l'aide d'étrangers sur Internet, touchés par son histoire, qui ont créé une cagnotte. Elle a pu également compter sur le soutien d'une jeune femme qui avait vécu un traumatisme similaire, Jessie DeGarde, qui a passé 18 ans de sa vie séquestrée avant d'être secourue en 2009. Elle a ouvert depuis la fondation Jessie, qui aide les victimes d'abus sexuels à long terme. Rosaline McGuinness, aujourd'hui âgée de 36 ans, espère pouvoir commencer à étudier le droit pénal afin de résoudre des affaires comme la sienne. Beaucoup de ces cas concernent des enfants qui, devenus adultes, ont perdu tout espoir, se sentent oubliés et souffrent encore. Terrible histoire, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Moi, j'ai l'impression que ce genre d'histoire, on en entendra encore parler dans le futur. On a eu l'affaire Fritzl, l'affaire Natasha Kampusch, Jessie DeGarde, les séquestrés de Cleveland. J'imagine qu'en ce moment même, des gens doivent être séquestrés et attendre d'être libérés, ce qui est terrible. Si vous avez aimé la vidéo d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.